Salam alaikum, chers étudiants. Donc maintenant, on va passer à l'application de notre théorème de Gauss sur des systèmes bien définis. Et on va commencer par un fil infini chargé uniformément avec une densité de charge linéique lambda positive. Donc la première étape à faire pour calculer le champ électrostatique créé par ce fil infini, on a un point M quelconque d'espace. Donc la première étape, c'est le choix du système de coordonnées convenable à ce fil infini. Très bien. Si on fait zoomer sur ce fil infini, si on a par exemple un fil, on fait un zoom sur ce fil. Donc, si on fait un zoom, on aura un cylindre. Donc, le fil est un cylindre de rayon très petit, de rayon R très petit. Donc, R est très petit. Donc, le système de coordonnées convenable pour notre cas ici, c'est le système de coordonnées cylindrique. Si je dis système de coordonnées cylindrique, c'est-à-dire R, phi, I, Z. Donc notre point M est caractérisé par les coordonnées cylindriques R, phi et Z. La deuxième étape à faire, c'est l'étude des invariances. Donc l'étude des invariances, si on fait varier Z, si on fait varier Z par translation, donc on aura ici par translation Z et par rotation suivant phi. Donc par translation, suivant le coordonné Z, le fil, ça c'est notre fil. Ici c'est notre point M dans l'espace. Donc l'axe Z c'est cet axe-là. Le fil infini est confondu avec l'axe Z comme vous le voyez dans le tableau. Donc si je fais varier la coordonnée Z, c'est-à-dire je fais bouger le fil en haut ou bien en bas. Toujours le point M voit la même chose, c'est-à-dire la position ou bien la distance entre le point M et notre fil infini est toujours constante. Ou bien je fais varier le point M et le fil reste constant. Donc si je fais translater mon point M, toujours il garde la même distance entre ce point M et le fil infini. Donc par translation, suivant la coordonnée Z, le système reste inchangé. Ce qui implique qu'on va ou qu'on peut éliminer la coordonnée Z. Très bien. Dans ce cas, on fait varier Z par translation, le système reste inchangé parce que le fil est infini. Mais si j'ai un fil fini comme ça et mon point M est à cet endroit-là, si je fais bouger le fil en haut par exemple, à un moment donné, le point M ne voit plus le
le fil infini. Donc, Z, si je fais varier la coordonnée Z, dans ce cas, le système sera changé. Donc, par translation, suivant Z, le système reste invariant. C'est-à-dire le champ électrostatique ne dépend pas de Z. La deuxième, par rotation. Suivant, ici par translation, suivant, donc suivant phi. Donc on a ici notre phi, ici le point M. Donc je fais tourner le fil, toujours le point M voit le fil et la distance entre le point M et le fil reste constante. Donc le système reste invariant même si je fais varier, l'angle phi, c'est-à-dire la coordonnée cylindrique phi. Ou bien je peux fixer mon fil et je peux faire tourner mon point M autour de notre fil. Toujours le point M garde la même distance, c'est-à-dire il va dessiner un cercle de même rayon. Donc le rayon reste toujours constant, c'est-à-dire la distance entre le point M et le fil toujours constante. Et le système reste invariant. Donc par rotation suivant phi, le système reste invariant. Donc le système reste invariant. Maintenant, si je fais varier la coordonnée R, la coordonnée R dans les coordonnées cylindriques, la coordonnée R c'est ici c'est R. Donc R, c'est cette distance-là. Donc la coordonnée R, c'est la distance entre le fil et le point M. Donc, si je fais varier la coordonnée R, c'est-à-dire je vais soit rapprocher le fil au point M. Dans ce cas, la distance entre le point M et le fil n'est pas constante. Et par conclusion, on conclut que le système sera varié. Et on peut déduire que notre champ électrostatique ne dépend que de la coordonnée R. Donc notre système ne dépend que de la coordonnée R par étude des invariances. Conclusion, on sait que le champ au point M s'écrit sous la forme suivante: E de R phi Z E R, la base, plus E de R phi Z E phi, plus E de R phi Z E EZ. Donc, par translation suivant Z, le système reste invariant. Par rotation suivant phi, le système reste invariant. Donc, le champ électrostatique ne dépend que de la coordonnée R. C'est-à-dire,
E de M est égal à E de R suivant ER, suivant E phi et suivant EZ. Pour dessiner ces vecteurs ER, E phi et EZ, c'est-à-dire la base de notre repère, notre système cylindrique. Donc on a la base ER, E phi, EZ. Donc le vecteur EZ, c'est le vecteur qui dirige l'axe Z, donc l'axe Z ici. Donc ici c'est EZ, donc EZ comme ça. EZ. Pour ER, c'est comme ça. Si je travaille dans le plan, donc ER, il nous reste à déterminer E phi. On sait que donc E phi sera perpendiculaire à EZ et à R, mais le problème qui se pose, E phi peut être entrant ou bien sortant. Ça, on peut la déterminer à travers la base ER, E phi, EZ. Donc ER vectoriel E phi nous donne EZ, mais ici on a EZ, ER. EZ, c'est-à-dire pour trouver E phi, on fait EZ, E phi est égal EZ vectoriel ER. EZ vectoriel ER. On fait la méthode tire-bouchon. Donc EZ vectoriel ER, on est dans le sens horaire du montre, dans le sens horaire ici, c'est-à-dire quand je ferme mon tire-bouchon. C'est bon? Donc je ferme, et pour cela, E phi sera entrant. Donc le vecteur sera entrant comme ça. C'est bon? Ou bien on peut la représenter sous cette forme, un croix. C'est entrant. Donc ER, E phi, EZ. Alors, la deuxième étape à faire, c'est, ou bien la troisième étape, après la détermination du système de coordonnées, l'étude des invariances, on va étudier les symétries pour déterminer la direction de notre champ électrostatique E créé au point M. Donc l'étude des symétries est basée sur l'intersection de plans de symétrie qui nous donne la direction de notre champ électrostatique. Donc, on a le fil ici. Donc, on peut donc ça c'est notre fil. On peut découper donc le premier plan de symétrie, c'est celui-ci. Donc, qui découpe le fil en deux parties égales et ce plan contenant le point M. Donc, c'est un plan de symétrie. Ce plan de symétrie, c'est EZ, ER. EZ, ER. Donc, le premier plan, donc c'est... On a le fil ici.
Donc le premier plan, celui-là. Ici on a le fil. Si on découpe le fil en deux parties qui sont égales et contenant le point M. Le deuxième plan, donc ce plan c'est M, E, EZ, ER, ER, EZ. Le deuxième plan, donc le deuxième plan, on ne peut pas prendre ce plan, le plan EZ, EFI. Pourquoi? Parce que ce plan ne contient pas le point M. On peut prendre ce plan. Ce plan, il va découper notre fil en deux parties égales et il contient notre point M ici, comme ça. Donc ce plan, ce n'est que ER, EFI entrant, donc ER, EFI, le plan ER, EFI. Voici notre fil. Et on a le plan, c'est ce plan-là, contenant le point M. Très bien, ce plan-là. Donc ce plan, c'est E phi ER. Et notre champ électrostatique est défini, donc c'est le plan M, ER, E phi. Donc E appartient l'intersection de deux plans ER, EZ, inter ER, E phi. Cette intersection, ce n'est que le point commun entre ces deux points, entre ces deux plans, c'est ER. Donc notre champ électrostatique créé au point M, il est dirigé suivant le vecteur ER, c'est-à-dire est égal E de R, ça d'après la deuxième étape, c'est-à-dire l'étude des invariances. Par raison d'invariance, on a déduit que le champ électrostatique ne dépend que de R, dirigé par le vecteur ER. Cette direction, on a établi cette direction à travers l'étude, c'est-à-dire par raison de symétrie. Très bien. La quatrième étape à faire, c'est le choix d'une surface de Gauss adéquate à notre système. Donc, puisque notre fil, il s'agit d'un cylindre de rayon très petit, donc on va choisir une surface de Gauss, c'est-à-dire un cylindre, donc surface de Gauss, donc c'est un cylindre de rayon petit r et de hauteur petit h. Donc de rayon petit r et de hauteur petit h. Donc je vais dessiner mon cylindre ici. Donc, voilà le cylindre. Ce cylindre est composé de deux bases supérieures, inférieures et une surface latérale. Donc la question qui se pose,
Pourquoi on ne prend pas un cylindre infini puisque le fil est infini? On va déduire que cette h, c'est-à-dire la hauteur du cylindre, elle va disparaître dans le calcul ou bien dans la dernière formule de notre champ électrostatique. Donc peu importe la hauteur de notre cylindre, grande ou bien petite, donc ça va disparaître dans la version finale de notre formule concernant le champ électrostatique E. Donc cette surface de Gauss, elle doit être passée par le point M, où il va être créé le champ électrostatique E. Donc la surface de Gauss, ici on a le rayon petit r et de hauteur h. Très bien. L'étape suivante, la cinquième étape, on va calculer le flux, c'est-à-dire la partie gauche de notre formule mathématique du théorème de Gauss. On sait que le flux est égal à l'intégrale double d'une surface de Gauss fermée, produit scalaire E ds, est égal, dans ce cas, surface de Gauss, c'est un cylindre. Mais pour le calcul de cette formule, on va découper cette surface de Gauss, le cylindre, on va le découper en trois parties, base supérieure, base inférieure et la surface latérale. Donc on a notre cylindre, c'est comme sous cette forme. Notre cylindre est une surface fermée, c'est-à-dire fermée, les deux bases supérieure et inférieure sont fermées. Donc lorsque je découpe la surface de Gauss, donc je vais travailler sur la base inférieure et supérieure, la base inférieure et la base et la surface, la surface latérale. Donc ici, lorsque je découpe la surface de Gauss en trois parties, on n'aura pas une surface fermée, mais une surface qui est ouverte. Donc l'intégrale double d'une surface, de la surface, je vais la nommer base supérieure. Donc la base supérieure, c'est celle-là. Donc base supérieure, base inférieure et surface latérale. Donc la base supérieure E fois ds plus l'intégrale double la base inférieure E scalaire ds plus l'intégrale double de E scalaire ds surface latérale. C'est bon? Ici c'est vecteur. Donc pour ds, on prend un élément de surface de chaque surface, c'est-à-dire pour la base supérieure, je vais prendre un élément de surface contenant le point M et on va calculer le flux, c'est-à-dire le champ électrostatique créé en ce point M et ds toujours perpendiculaire à la surface étudiée et sortant de la surface. Par exemple, si je prends la base supérieure, un élément de surface ici, de cette surface supérieure, donc ici le point M, donc la surface ds, elle est perpendiculaire à cette surface, l'élément de surface perpendiculaire, et sortant de la surface. Donc ce ds, élément ds, est dirigé par
il est dirigé par un vecteur normal NBS. Pour la base inférieure, toujours, je prends un élément de surface ds et le vecteur ds sortant est perpendiculaire à la surface. Et on a le vecteur normal NBBI. Et pour la surface latérale, si je prends un élément de surface ici, par exemple, donc un élément de surface, donc ou bien ds perpendiculaire sortant de la surface, donc ds, et le vecteur c'est ns latéral. Mais vous faites attention, si je prends l'élément de surface ici par exemple, si je prends l'élément de surface ici, donc ds sera représenté comme ça. Pour bien comprendre ce que je viens de dire, donc ici, pour la surface latérale, pour cet élément de surface, donc il est là, perpendiculaire à la surface. Mais si je fais prendre l'élément de surface ici, donc il sera comme ça, ds, perpendiculaire à la surface et sortante. Ici sera dirigé vers vous, donc sortante et perpendiculaire au tableau. Ici c'est comme ça, ici comme ça, et ainsi de suite. Très bien. Maintenant, je vais dessiner E. Pour la surface latérale, toujours E, on a déjà trouvé que E au point M est égal E de R, E, R. Donc E de R, ER. Donc E est dirigé suivant ER. Donc ici ER, donc E, ça E. Ici, on se pointe E comme ça. Et ici E comme ça. Donc on voit que le champ électrostatique E est perpendiculaire à ds pour la base supérieure, perpendiculaire à ds pour la base inférieure et collinière avec ds pour la surface latérale. Ici, ds est égal le module ts scalaire nds, vecteur normal. Ici, ds c'est le module ds scalaire nbi. Et ici, ds est égal module ds scalaire nsl. Donc on voit bien que, et pour E, c'est ER. Il est dirigé suivant ER. Donc on voit bien que E scalaire ds pour la base supérieure, c'est le module de E fois le module de ds fois l'angle entre E et ds, le cosinus de l'angle entre E et ds. E et ds, l'angle c'est P sur 2, cosinus P sur 2 c'est 0. Donc on va, donc cette intégrale double va tendre vers 0. La même chose pour la base inférieure, 0, puisque E et ds sont perpendiculaires. Par contre, pour la surface latérale, le flux est différent de 0. Donc le flux est égal
est égal à l'intégrale double de la surface latérale, module de E, ou bien ER, plus fois, ou bien scalaire, ds n SL. On voit que ER et NSL sont collinéaires, donc ER scalaire NSL il nous donne 1, ou bien E scalaire ds, E fois ds fois cosinus entre E et ds c'est 0, donc cosinus 0 c'est 1, donc il nous donne l'intégrale double de la surface latérale E de R ds. Or, E de R est constant puisque le rayon est toujours constant. Le rayon, c'est puisque la surface de Gauss passe par le point M, ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc toujours, elle va garder la même distance. C'est-à-dire sur la surface latérale, je prends M ici, ou bien ici, ou bien ici, ou bien quel que soit, peu importe l'endroit où je prends le point M, ici, ou bien ici, ou bien donc si je prends le point ici, ou bien ici, ou bien ici, toujours le fil est au centre de notre cylindre, donc toujours la distance entre le point M et le fil infini chargé avec une densité lambda est toujours constant, et on déduit que E de R est constant, donc on peut le sortir de l'intégrale. Donc est égal E de R est uniforme dans ce cas, l'intégrale ds SL. Très bien. Pour cette intégrale, donc ds est égal à combien? L'intégrale double ds, d'une surface latérale. Une surface latérale, ds c'est la hauteur fois le périmètre de ce disque, de cette base. Le périmètre de cette base, c'est 2π fois le rayon, donc 2πr fois h. Donc tout calcul fait, le flux est égal, donc le flux est égal E de R de pi petit r. C'est bon? Ça, c'est le périmètre. Pour le calcul du périmètre, donc on a par exemple un cercle. Ici, on a le rayon, l'angle θ. Cet arc de ce cercle est égal, ici c'est dl, donc c'est r fois dθ. Θ, je vais l'intégrer de 0 à 2π, donc ça va me donner r fois 2π, donc 2π r. Donc l'étape suivante, c'est le calcul la somme des charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc je vais effacer. Donc la surface de Gauss, si on a la surface de Gauss, le fil donc Q intérieur.
est égal à combien? On a un fil infini chargé avec une densité lambda positive. Donc Q intérieur est égal à combien? dQ est égal à lambda dL. Donc Q intérieur est égal à lambda dL intégrale. Lambda positive, c'est une constante. Je peux la sortir de l'intégrale. Donc lambda, l'intégrale dL. Si je prends un élément dL de notre fil infini, donc je vais l'intégrer de 0 à petit h. Les charges qui sont à l'intérieur de ce cylindre, cette partie-là. Donc cette partie est la partie qui est à l'intérieur de notre surface de Gauss. Donc, et là, cette distance est égale, ou bien cette longueur est égale à h. Donc, le calcul fait, c'est lambda fois h, Q intérieur. Très bien. La question suivante, l'étape suivante, c'est une conclusion de ces deux formules, c'est-à-dire on va les rassembler pour déduire l'expression du champ électrostatique à partir de l'expression mathématique du théorème de Gauss. Donc, théorème de Gauss nous dit que l'intégrale double de E fois ds est égale à la somme Q intérieure sur epsilon 0. Ceci, c'est E de R, comme on a vu, de pi petit r, est égal à la somme des Q intérieures, c'est lambda H, sur permittivité du vide, epsilon 0. E de R de pi r H. On voit bien qu'on peut simplifier par H. Donc peu importe la hauteur de notre cylindre, petite, grande, ça va être simplifié à la fin, donc pas de problème. Donc E de R, conclusion, est égal lambda sur 2pi epsilon 0 R. Vecteur suivant E de R. Ça, c'est l'expression du champ électrostatique créé en un point M, pardon, en un point M, quelconque de l'espace, en appliquant le théorème de Gauss. Donc j'espère que vous avez bien compris l'application de ce théorème de Gauss pour déduire la formule du champ électrostatique créé par un point M, par un fil infini. Donc ici, lambda est positif. Et le champ électrostatique créé au point M, il est sortant de la charge. Mais si j'ai lambda négative, donc la direction du champ électrostatique sera dirigée vers la charge, sera entrante et vers la charge. Donc on peut faire l'allure du champ électrostatique. Donc l'allure c'est comme ça. Donc ici c'est 1 sur R. 1 sur R c'est un hyperbole. Donc E de R en fonction de R. Très bien, E de R en fonction de R. Donc, lorsque R est égal à 0, E de M à l'infini. Donc ici, on a
à l'infini, une asymptote, et R est égal à plus l'infini, E est égal à 0, donc on aura une hyperbole. C'est la représentation de 1 sur R. Donc une fois on a terminé le champ électrostatique, on peut facilement déduire le potentiel électrique. On sait que le champ électrostatique dérive d'un potentiel, donc E de R est égal E de R, E de M est égal moins gradient V de M. E de M est égal E de R, ER. Et moins gradient, c'est moins la dérivée partielle de V par rapport à R, E, R, plus la dérivée partielle de V par rapport à sur R, D, phi, E, phi, plus la dérivée partielle de V par rapport à Z, E, Z. Par identification, ces deux termes vont tendre vers 0. Donc on aura E de R est égal moins dérivée partielle de V par rapport à R, E de R. C'est-à-dire E de R est égal, on va simplifier par R, c'est moins rho d rond V sur d rond R. Donc puisque V ne dépend que de R, c'est-à-dire c'est une fonction à une seule variable, donc on peut remplacer la dérivée partielle par une dérivée normale. Donc ceci implique que E de R est égal moins D de V de R sur D de R. Ceci implique que V de R est égal moins l'intégrale E de R D de R qui est égal. E de R c'est moins lambda sur 2 pi epsilon 0 petit r. Donc ça, c'est une constante, je peux la sortir de l'intégrale. Intégrale dr sur r. Très bien. Donc on peut choisir les bornes, puisqu'on ne peut pas prise à l'infini la référence de notre potentiel. Pourquoi? Parce qu'à l'infini, il existe des charges. Notre fil est infini. Donc, on ne peut pas prendre la référence de notre potentiel à l'infini, puisqu'il existe des charges à l'infini. Pour cela, on va prendre par exemple R varie entre R0 et R, c'est-à-dire on va dire que le potentiel en R est égal à R0 est nul, par exemple. C'est-à-dire, nous, en physique, on ne sait que mesurer la différence de potentiel, comme la tension. La tension, on ne peut pas mesurer le potentiel à un point bien déterminé d'un circuit électrique. Mais on sait mesurer la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension, à un point bien déterminé d'un circuit électrique. Pour cela, on aura besoin à deux points pour calculer cette différence de potentiel. Donc on va choisir que notre potentiel est nul quand R est égal à une distance R0.
Très bien. Donc cela, c'est ln. Donc V de R devient c'est moins lambda sur 2pi epsilon 0 ln de R moins ln de R 0 qui est égal moins lambda sur 2pi epsilon 0 ln de R sur R 0 et ça c'est V de R. Donc pour la représentation de l'allure de cette fonction salaire potentielle, c'est comme ça. Donc V de R en fonction de R. Donc lorsque R tend vers 0, R tend vers 0, ln de 0 c'est moins l'infini, avec moins c'est plus l'infini. Donc on aura une asymptote à plus l'infini ici. R est égal à R0, ln de 1 c'est 0. R égale à R0, le potentiel est nul, donc le potentiel est égal à 0 à R0. Et pour R tend vers à plus l'infini, ln de plus l'infini c'est plus l'infini avec un moins, donc V de R tend vers moins l'infini, donc ici par exemple. Donc, si je fais lier les trois points, on va voir une allure de VR de cette forme. Donc j'espère que vous avez bien compris cet exercice concernant l'application du théorème de Gauss dans le cas d'un fil infini chargé avec une densité linéique lambda qui est constante et positive. Et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.